Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bilan-seule vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier. Dans quelques minutes, ce dossier sera le premier tour des municipales est-il fragile en droit? Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours, avec tout d'abord la loi de prorogation et d'adaptation de l'état d'urgence sanitaire qui sera bientôt promulguée, avec une prorogation à juillet de l'état d'urgence sanitaire, un volet responsabilité très débattu et quelques adaptations des règles de l'état d'urgence sanitaire et des débuts de déconfinement. Mais en matière d'urbanisme, les délais par un décret et une ordonnance du 7 mai sont déjà, entre guillemets, déconfinés, avec une date pivot du 24 mai 2020. Et puis à côté de ça, il y a toute une giboulée d'autres textes, deux autres ordonnances au juillet du 8 mai, paiement, sport, culture, festival, et, accrochez-vous, 33 autres ordonnances, habilitations prévues par un autre projet de loi Covid-19. Sur le terrain, pendant ce temps-là, maires et préfets utilisent leur pouvoir de police, et s'agissant des maires, on a une matrice qui a été fixée par une décision du Conseil d'État du 17 avril. Eh bien, les pouvoirs de police du préfet, qui sont considérables, commencent à donner lieu à quelques censures jurisprudentielles, soit pour des actes excessifs, soit pour des sanctions individuelles prises sans garantie suffisante. Et les maires, quant à eux, commencent à voir certains de leurs décisions, leurs arrêtés, passer le cap du juge, à la condition, couvre-feu à Nice, une commune touristique qui refuse l'arrivée de nouveaux vacanciers, quand on a bien respecté la proportion de cet arrêté à des circonstances purement locales. Et puis évidemment, sur le terrain, surtout, les collectivités commencent à travailler au déconfinement d'un certain nombre de choses, et notamment la réouverture partielle des écoles, des accueils de loisirs sans hébergement, etc., qui pour l'instant ne fonctionnaient que sur les enfants des personnels prioritaires. Il y a de nombreux protocoles, dont certains protocoles qui n'ont été diffusés que pendant le week-end prolongé entre le 8 et le 10 mai, et un certain nombre d'autres protocoles qui sont à utiliser, je pense notamment à ceux du Haut Conseil de la Santé publique, et toute une série de questions pratiques et juridiques sur ce sujet, voir nos articles, nos vidéos, mais notamment voir la vidéoconférence VK qui a été faite gratuitement à ce sujet. Les agents, quant à eux, peuvent donc désormais se voir imposer des prises de congés annuelles ou de RTT par une ordonnance. Cette ordonnance a été validée par le Conseil d'État dans un recours engagé par le syndicat FO, mais reste en lice le recours déposé par la CFDT à suivre. Agents toujours, de très nombreux textes ont été adoptés concernant soit les agents titulaires ou certains sur la fin, là, vous voyez, les agents non titulaires. Il y a même un texte qui porte sur les agents de police municipale et notamment leur armement. Pendant ce temps-là, on a quelques souplesses en matière de marché public par les ordonnances, mais aussi une inquiétude en moins. On sait désormais qu'en tout cas, selon les services de l'État, les marchés publics inférieurs à 40 000 ne sont pas obligatoirement opérés avec recours aux moyens de communication électronique. Les magistrats administratifs, quant à eux, préparent leur déconfinement. Il y a toute une série de protocoles qui ont été pris à ce propos, diverses difficultés qui ne sont pas toutes résolues, loin s'en faut. Et pendant ce temps-là, les ressorts territoriaux des CAA bougent comme vous le voyez. Les SDAG, quant à eux, à la suite de toute une série de textes, en fait, voient leur contenu modifié, donc pour la première fois depuis 10 ans, dans le cadre du 3e cycle de gestion de la DCE. On a les plans de protection de l'atmosphère qui, pour être conformes avec le droit européen, devront se faire avec une compression des délais de réalisation et des durées de dépassement lorsque cela est possible. On a, à la fin d'une longue saga juridique, un arrêté sur tout ce qui est consommation d'énergie et de bâtiments tertiaires, notamment dans les bâtiments où s'exerce une activité de service public. Les mairies s'apprêtent à diffuser, les intercommunalités, un grand nombre de masques à leurs agents, mais parfois à la population. Dans quel cadre et surtout à quel usage de fichiers? La CNIL a répondu à cette question. Les communes touristiques s'apprêtent à essayer de relancer leur activité. Eh bien, justement, ça va se faire au plus près du terrain, puisque le classement des communes en station de tourisme a été assoupli et déconcentré au profit des préfets. Et puis, évidemment, on a depuis un mois et demi toute une série de textes et d'ajustements en matière de décès, de services funéraires.
Ce mouvement s'est prolongé notamment par un décret du 30 avril. Passons maintenant à notre grand dossier. Le premier tour des municipales est-il fragile en droit? Vous le savez, on a tout un système de gouvernance provisoire. Voici une synthèse de ce système avec quelques complexités assez redoutables, notamment pour les intercommunalités. Et puis, comme vous le savez aussi, on recommencera le second tour, mais aussi le premier tour, si on ne réussit pas à tenir des élections dès juin. Soit on réussit à les faire en juin, et on le saura au plus tard le 27 mai, et auquel cas on ne refait que le second tour, soit on n'y arrive pas, et auquel cas, en septembre, octobre, voire en mars 2021, on referait les 2 tours des municipales pour les communes où le premier tour n'a pas suffi pour recomposer le conseil. On a en réalité, sur ce point, le suivi du mode d'emploi prévu par le Conseil constitutionnel un peu et le Conseil d'État beaucoup. Mais pour les communes où il y a déjà eu une élection complète dès le premier tour, pour ces communes-là, a été annoncée une probable installation avant juin, voire début juin, des conseils municipaux, mais des adaptations seront à venir à ce propos, notamment sur le vote au scrutin secret en ces temps de confinement. Et puis reste un débat. S'il y a une forte baisse de la participation au premier tour, on aura peut-être des censures par le juge électoral, le tribunal administratif, dans telle ou telle commune. Ok. Mais est-ce que des censures plus vastes sont possibles en droit, sur le principe même d'avoir tenu ce premier tour qui était demandé, il faut s'en souvenir, par un très grand nombre d'acteurs? Eh bien, il y a des interrogations sur ce point. À titre personnel, je serais surpris qu'il y ait une censure vaste et générale, mais on peut interroger quand même par le fait que le président du Conseil constitutionnel a fait une sorte d'appel du pied à ce que la question puisse être tranchée par QPC. Un des éléments de cette surprise n'est pas le moindre quand on se souvient que pour qu'il y ait QPC, il faut quand même qu'il y ait une loi qui serait inconstitutionnelle ou inconventionnelle. Et là, on ne voit pas tout à fait de quelle loi il peut s'agir, sauf si on trouve une occasion pour que le Conseil constitutionnel glisse une petite phrase. Ce qui pourrait très bien arriver en revanche, c'est que le juge constitutionnel, incidemment, saisit sur autre chose, ou quitte à ce qu'il le dise dans une censure, ou le Conseil d'État dise qu'au-delà d'une baisse de participation de tant de pourcents, il y aurait une sorte de supposition d'insincérité du scrutin. Alors, du coup, sur tous ces sujets, où allons-nous? Eh bien, nous avons voulu interroger 2 éminents universitaires à ce propos, Monsieur le professeur Didier Mauss et Monsieur le professeur Romain Rambaud. Messieurs les professeurs, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et la première question que je vais vous poser, c'est finalement, va-t-on vers une sorte de standard jurisprudentiel ou une annulation plus radicale est-elle prévisible? Monsieur le professeur Didier Mauss. Le problème, ce n'est pas l'abstention. Le problème, c'est le contexte qui a entouré l'élection du 15 mars, c'est-à-dire à la fois la propagation de l'épidémie et les déclarations du président de la République et du Premier ministre appelant à rester chez soi et à se confiner par anticipation. Ce sont ces recommandations, c'est ce contexte qui explique l'abstention. Il est absolument anormal que d'une élection municipale à l'autre, entre 2014 et 2020, il y ait eu 20 points de plus d'abstention. C'est donc véritablement la sincérité de l'élection qui est en cause, non pas parce que les électeurs ne se sont pas déplacés en nombre suffisant, mais parce que le président de la République et le Premier ministre les ont encouragés à ne pas aller voter. Et monsieur le professeur Romain Rambaud, qu'en pensez-vous quant à vous? Alors, il sera sans doute difficile pour les juges administratifs d'annuler des élections sur le seul fondement de l'abstention. D'abord parce que ce n'est pas le sens de la jurisprudence traditionnelle, et ensuite parce que la loi du 23 mars 2020, dans son article 19.1, dernier alinéa, prévoit que dans tous les cas, les élections régulières qui ont été acquises au 15 mars 2020 ont vocation à le rester. Alors ceci étant, on ne peut pas exclure qu'au cas par cas, s'il s'avère que l'épidémie de Covid-19 a entraîné une inégalité entre les candidats et que cela est associé à un écart de voix faible, que certains candidats ont par exemple été empêchés de faire une campagne électorale et pas les autres, que certains aient été confinés, on peut imaginer que dans
ces cas-là, au cas par cas, cela puisse entraîner une annulation des élections. Merci, monsieur le professeur Rambaud. Restons avec vous pour vous interroger cette fois-ci sur la question justement des procédures utilisables pour évoluer sur ce point, au-delà des évidemment contentieux individuels, élection par élection. La question qui va être cruciale ici, c'est celle de la constitutionnalité de l'article 19.1, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 2020 qui entérine les résultats des élections municipales. Des QPC ont été formés contre cette disposition d'ores et déjà, notamment par l'association 50 millions d'électeurs. Et la question se pose de savoir si le Conseil constitutionnel va se prononcer sur cette disposition. Alors, donc, cela est possible sur le plan procédural, puisque les QPC peuvent être transmises, mais cela va dépendre d'abord du Conseil d'État, qui pourrait juger que cette disposition n'est pas normative et donc n'est pas vraiment applicable au litige et refuser de la transmettre. Et si le Conseil d'État accepte de la transmettre en considérant qu'elle est applicable au litige, c'est le Conseil constitutionnel qui devra statuer sur la constitutionnalité de cette disposition qui sera cruciale. Mais il faut savoir que de jurisprudence constante, en matière électorale, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle extrêmement restreint sur la volonté du législateur. Et qu'en pensez-vous, monsieur le professeur Didier Mauss? Il est évident que la procédure est compliquée. Il faut arriver devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci, en 2018, a dégagé un principe de sincérité nationale des élections, ce qui est tout à fait nouveau par rapport à la sincérité locale traditionnelle. Il faut donc soit attaquer directement une loi qui serait relative aux élections, soit passer par l'intermédiaire d'une QPC, mais encore faut-il accrocher cette QPC à quelque chose. Et là, je fais confiance à l'imagination des avocats et de tous ceux qui ont envie que ces élections recommencent, parce qu'elles n'ont pas été sincères et il n'est pas bon en démocratie que des résultats électoraux demeurent dans cette incertitude et cette confusion. Eh bien, merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci à tous. Merci. Au revoir. À suivre donc. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Landau Associés pour VK. Pensez à vous abonner juste après. À bientôt. Merci, au revoir.